prends une télé et un aspirateur et je vais hacker le matos pour te créer un robot tueur, quoi. Moi, je trouve ça assez malhonnête dans le fond. Parce que, en fait, malgré tout, quand tu vends à des clients une prestation, on a un média, le NFT Morning, on n'a jamais vraiment fait ce type de sponsoriser simplement des posts ou recevoir des invités et être payé pour ça. Let's start the show. C'est go, c'est parti. Bon, John. Salut. On arrive enfin à se faire cette interview. C'est vrai, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Et on y est. Comme quoi les meilleures choses prennent du temps. Meilleur, on verra. On verra, on est un peu modeste. Ici à Biarritz, on est au Connecteur. Ici pendant chaque à Biarritz. Et qui est un événement super cool dans le Web3. On est bien, on profite bien, chaque à Biarritz, ex-NFT Biarritz. 3e édition, et donc là on a pris un petit moment pour pouvoir discuter. Le sujet de fond, c'est l'intelligence collective. Ouais. C'est un peu comme une exploration, c'est des questionnements sur comment les choses fonctionnent, les gens aussi. Et je pense qu'on va parler de ça, on va parler des gens. On va parler de... Ben là, tu as fait une conférence tout à l'heure sur les influenceurs. Ouais. Qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? La question, c'était les influenceurs sont-ils tous des scammers? Et donc ça pose En fait, la question derrière, c'est, on va dire, une sorte de critique de la publicité. Je pense que depuis l'apparition de la réclame, tu as une question, tu avais des pubs dans les années 50, je pense, peut-être même, les années 50, qui disaient que fumer était bon pour la santé. Et donc, je pense qu'on est dans juste une extension de cette logique de la publicité dite mensongère, à la différence de 2 choses qui sont un peu plus complexes. Une, les acteurs, les émetteurs, tout simplement les personnes qui ont à disposition une audience se comptent plus sur les doigts d'une ou 2 mains, mais sont une multitude avec leur complexité, leur variété, et puis ils sont tous de taille, de personnalité et d'objectifs différents. Et puis d'autre part, les annonceurs justement qui sont derrière, eux aussi, peuvent accéder beaucoup plus facilement. Tu as une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus faible, donc n'importe qui peut faire de la publicité sur n'importe quoi. Et donc, quand tu mélanges tout ça, tu vas avoir en fait à peu près l'ensemble des combinaisons du possible sur justement des arnaques franches et honnêtes. Tu vas te retrouver avec un annonceur pourri et un influenceur qui n'a pas trop de scrupules, à tout un prisme, on va dire un prisme éthique et financier, parce que qui va définir justement les bonnes manières et les mauvaises manières, les bons red flags, les red flags ou les bonnes pratiques des influenceurs, tout simplement, sachant que évidemment la question, les influenceurs. Alors quand je parle d'influenceurs, je parle de. On appelle ça les KOL maintenant. On appelle ça. Alors c'est des définitions différentes. KOL, c'est, on va dire, des leaders d'opinion. Ça veut dire que typiquement des personnes, un CEO d'une boîte qui est assez importante, un décisionnaire, oui, un média en effet, mais un financier aussi, un investisseur, va être KOL. Donc c'est un leader d'opinion. Influenceur, maintenant, c'est un terme qui est plus centré, selon moi, sur le métier à proprement parler d'une personne qui a une audience, qui fait du dropshipping. Non, mais mais en tout cas, qui a comme source de revenus principale, de monétiser tout simplement son influence. Donc c'est ça. Et ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Justement, t'as des sales exemples. Mais par exemple, dans le monde crypto, tu as besoin de personnes aussi. Ça a été le point d'entrée, je pense, de centaines de milliers de personnes, à l'échelle mondiale de millions de personnes. Beaucoup de gens ont découvert les cryptos via des influenceurs, avec des influenceurs. Donc c'est vrai que tu vas pas tout jeter à la poubelle. Même si, quand tu as toujours cette vindicte populaire. C'est un influenceur à notre niveau, finalement. C'est exactement ça, ouais. Alors, t'influences tout, t'exerces une influence, quoi qu'il arrive. Mais donc, en tout cas, le métier d'influenceur, oui. Mais évidemment, on a défini un peu les codes, les manières d'onboarder un annonceur
de définir des barrières, de définir des choix, de définir voilà, un petit peu les bonnes pratiques qui faisaient que tu allais t'éloigner le plus possible d'une pratique justement proche de la pub mensongère ou de l'arnaque, quoi, tout simplement. Ouais, donc le sujet c'était les influenceurs sont-ils des scammers? Est-ce que tu as répondu à cette question? Ouais, on a répondu. La réponse c'est non. Les influenceurs sont-ils tous des scammers? Non. Imaginons que je suis le plus grand escroc au monde, quelqu'un à la Bernard Madoff ou SBF, mais que, imaginons que je suis une personne de cette envergure-là, mais je suis un scammer pur et dur. Et je dis à tout le monde, au monde entier, publiquement, je suis un énorme scammer. Est-ce que finalement je ne suis pas quelqu'un d'honnête? Ça dépend de quel point de vue tu vas te placer. Ça dépend dans quelle temporalité tu vas te placer aussi. Si 30 ans après, tu dis ça à tout le monde. Non, bon, je dis maintenant. Tu le dis tout le temps. Tu le dis tout le temps. Tout le temps, je suis un scammer, je suis un scammer. Bah, là, je pense qu'en effet, c'est une autre question. On a cité un exemple d'un influenceur, justement, je ne me souviens plus son nom dans le panel, qui était dans ce cas de figure, qui disait toute la pub que je vous fais, c'est de la merde, je fais ça pour le pognon. Et qui, de temps en temps, dit ça. Tu vois ? Donc, c'est plutôt apprécié, justement, à sa juste valeur. Ça veut dire, en fait, une sorte de disclaimer. Alors, évidemment, moi, je trouve ça assez malhonnête, dans le fond. Parce que, en fait, malgré tout, quand tu vends à des clients une prestation, tu vois, moi j'ai du mal, en fait, à être dans une forme de position, ce qui fait que, d'ailleurs, tu sais, on a un média, le NFT Morning, on n'a jamais vraiment fait ce type de sponsoriser, tout simplement, des posts ou recevoir des invités et être payé pour ça. Parce que ça te place dans une position... moi, j'aurais beaucoup de mal à dire je pense qu'un produit, c'est une arnaque, une semi-arnaque, à inciter les gens à acheter quelque chose et prendre le pognon et dire tout va bien. En fait, je pense que... Mais même au-delà de ça, même si tu dis après, faites gaffe, je dis que de la merde, je trouve que c'est malhonnête aussi vis-à-vis de la personne qui te file de l'argent. Parce que t'as pas que... Enfin, tu vois, malgré tout, c'est des entrepreneurs qui font un plan pour financer leur projet, qui ont besoin d'un plan d'influence, qui est l'influence, qui est un des moyens, on va dire, marketing numéro 1 pour faire la promotion d'un projet aujourd'hui. Donc, tu as besoin de ça, et donc, tu tapes leur budget marketing. Je trouve que les événements aussi, c'est un autre levier qui est... Je sais pas ce que tu en penses de ça, justement. Les événements qui a organisé, justement, tu as organisé NFC... en termes de puissance marketing, l'événementiel, d'organiser. Il y a énormément d'événements dans la crypto. Ah, tu veux dire dans le dispositif marketing, pour les boîtes, dans le dispositif marketing pour les boîtes, pour justement générer l'influence. Je trouve que les événements, de mon point de vue, c'est vraiment un des meilleurs outils, des meilleurs leviers, comme la vidéo. Je pense que, en fait, ce qui est difficile, ça dépend du point de vue, tout est une question de stratégie. Moi, en effet, tous les gens qui viennent sur mes salons, par exemple, et qui ont pensé une stratégie, qui ont une logique, qui savent pourquoi et comment, ils vont avoir un retour sur investissement assez fort sur le fait d'avoir un stand ou d'être sponsor sur la NFC, par exemple. Soit ils vont rencontrer la bonne personne, tu vois, ils vont faire le bon match et puis ils vont s'accompagner et avancer dessus. Soit même en vente directe, ils vont réussir à faire des choses, soit ils vont trouver des leads qui vont les accompagner. Enfin, mais par contre, il y a toujours cette même logique, c'est quoi que tu fasses dans la vie, tu définis un objectif, tu définis des moyens pour y arriver, puis ensuite tout ce que tu fais, enfin tu vois, dans l'éventail des solutions marketing qui sont proposées en tant que projet, qui sont de l'achat média, de l'influence, de passer par de l'événementiel, des techniques de gros hacking, des incentives évidemment, ce que tu veux comme channel de communication via achat de newsletter ou je sais pas quoi. Tous ces channels, il faut se dire, c'est qu'est-ce que tu mets dedans et pourquoi, et c'est quoi ton pipe, comment tu l'orientes et qu'est-ce que tu vas en faire, quoi, tu vois. Et donc, si c'est bien pensé, tu vas être gagnant. Si c'est bien pensé, tu vas être gagnant. Si tu y vas en disant j'arrose un budget, tu vas être perdant. C'est aussi simple que ça. C'est super intéressant. Et j'aimerais bien que tu me parles en fait de... Parce que là, on a parlé des influenceurs, tout ça, mais comment toi, t'es venu à ça en fait, comment t'es venu à la blockchain? Parce que ton histoire, moi ce qui m'avait beaucoup intéressé chez toi, c'est que tu faisais je suis arrivé dans la blockchain grâce au hackathon par exemple. Je faisais un mémoire justement sur l'intelligence collective, c'est un peu l'objet de la chaîne YouTube, c'est de continuer un peu la recherche sur ces sujets en explorant ces
cette thématique-là. Donc on va parler d'intelligence collective comme je te disais, mais qu'est-ce que toi tu as, enfin, comment t'en es venu même au hackathon déjà, et ensuite qu'est-ce qui t'a fait bifurquer sur aussi la blockchain? C'est quoi ton parcours par rapport à tout ça? Et après si tu peux nous parler d'intelligence collective. Alors, il y a beaucoup, c'est vrai que c'est une très longue histoire, je vais essayer de la faire courte. Les hackathons, c'est simple, c'était vraiment il y a longtemps, déjà en 2010, donc il y a pas mal de temps, et en fait je créais une boîte avec un ami à moi, j'étais dans les applis mobiles, et on voulait créer une régie publicitaire pour mobile, il n'y en avait pas à l'époque, et en fait pour travailler notre relation avec les développeurs, on a commencé, la boîte s'appelait Be My App à l'époque, ensuite on a acheté la marque hackathon.com et on a développé ce côté-là. Et le nom de domaine. Mais au départ, c'était Be My App, on appelait ça des week-ends Be My App, et donc c'était développeurs, designers, marketeurs, gens qui ont des idées. Rendez-vous vendredi soir, vous pitchez un concept. Les meilleurs concepts sont sélectionnés, on travaille ensemble, on se met en équipe, et à la fin du week-end, on présente le projet développé. Donc ça, c'était un moyen pour nous, en fait, dès le début, de faire de la promotion de notre technologie de pub auprès de développeurs, pour qu'ils intègrent notre kit publicitaire dans leurs applis et qu'on ait un inventaire plus important de pub. Donc même en marketing, pareil, les hackathons, c'est de l'événement. Hackathon, c'est je considère que c'est un des meilleurs outils aussi, c'est incroyable pour plein d'aspects. Ça fait beaucoup de choses, le hackathon. Ça fait beaucoup de choses. Et donc c'était pour faire la promotion. Et pour faire simple, au bout d'un an, après avoir fait 3-4 hackathons sur lesquels on avait des énormes sponsors, genre Google, Samsung, à l'époque, Intel, Microsoft, et sur notre activité de régie pub, c'était pas si actif que ça, donc on a fait un pivot et on s'est focalisé à 100% sur cette activité d'organisation, d'événements, en fait de la relation développeur pour les entreprises. Et ça marchait bien en fait, parce que vous en avez fait beaucoup. Ouais, on en a fait 1 millier à peu près, dans une 50aine de pays, pour tous les plus grosses entreprises du monde. Et avec une logique, au départ on faisait uniquement pour les développeurs informatiques, donc c'était que des boîtes tech, donc celles que j'ai citées, mais toutes les autres qui ont besoin de faire de la promo de technologie auprès de développeurs informatiques. Et puis ensuite on a un peu adapté, créé des nouveaux modèles de hackathon, plus centrés on va dire sur de l'idéation, du brainstorming, en utilisant des méthodologies un peu inspirées du design thinking aussi. Exactement, les sujets par exemple de l'intelligence collective, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça, et ça on a adapté le format pour des gens qui n'étaient pas développeurs, et pour qu'au sein de n'importe quel grand groupe, on puisse finalement faire ce genre de session de travail pour faire en 2 jours, ce qu'on ne faisait pas en 6 mois. C'est fou à quel point c'est efficace les hackathons. Ouais, ça fait avancer, quoi. Ça fait avancer. Et donc on l'a fait... Nous on fait des films, enfin je te coupe, mais on fait des films en hackathon. Ah ouais? Avec What the Hack, ils font un cinéma sprint à Angers. Ouais, c'est une bonne idée. Je pense que ça s'applique à tout en fait. Le fait de concentrer toutes les skills, toutes les énergies possibles, et d'avoir une deadline extrêmement forte et définie, fait que de toute façon tout ce que tu dois faire, t'as pas le temps. En fait, c'est un outil anti-procrastination. C'est un outil on doit réfléchir, on revient vers vous, on va faire un meeting, on doit avoir la validation d'un tel. T'es là et tu fais ce que tu peux. Tu sais pas faire, tu le fais quand même. Quoi qu'il arrive, tu vas trouver les moyens d'avancer. Et ça t'amène forcément à un résultat. Ça te fait forcément avancer. Et ça te fait avancer en fait sur un projet, ça te fait avancer aussi sur toi-même. Ça te fait avancer aussi dans ta vision de ta relation avec les autres. En fait, c'est juste une sorte d'accélérateur de particules assez fort, où tu vas pouvoir vivre en 2 jours et découvrir en 2 jours ce que des fois tu n'arrives pas à faire en plusieurs mois ou même en plusieurs années des fois. Donc c'est être sous pression de cette manière-là et travailler en équipe de cette manière-là, c'est des révélateurs. Et moi je trouve que c'est surtout des révélateurs aussi humains. Et moi ce que je mets au cœur du hackathon, c'est l'apprentissage. En fait c'est vraiment ça moi que je trouve intéressant. C'est vrai que tu as d'un côté des projets assez incroyables qui sortent de hackathon. Enfin, d'ailleurs, tu vois, des boîtes qui ont des cultures. Ouais. Voilà, tu as des boîtes incroyables qui sont sorties de hackathon. Dans le monde crypto, tu en as eu même. Voilà, il y a plein de projets qui sortent de hackathon, même des très gros projets.
Même Facebook, à sa manière, a une culture de hackathon. Enfin, Meta, dans le monde Web 2, fait des hackathons très régulièrement. Il y a, au début, surtout, beaucoup de leurs fonctionnalités clés. Le like, typiquement, qui était sorti d'un hackathon. Ça a été propagé aussi par Facebook. Enfin, c'est une culture, les hackathons, pour l'historique, en gros, hackathon, déjà, la définition, c'est hacker, hack, et hackathon, marathon de hacker. Et ça vient, c'est plutôt dans les tout débuts, dans les années 70, ça devait être le MIT, par rapport à des trucs sur les trains. Je pense que c'était un truc sur ça au départ. Et des mecs, et puis ça s'est popularisé aussi dans le jeu vidéo, des mecs qui passaient des... Mais pas que, des développeurs en fait au départ qui se tabassaient toute la nuit. C'est des gens qui se retrouvaient un week-end dans un garage pour hacker du matos ou voilà, et faire... Enfin, il y avait un vrai côté aussi très transgressif, ça veut dire faire ce qui est impossible de faire. Ça veut dire hacking au sens de détourner des usages. Ça veut dire je te prends une télé et un aspirateur et je vais hacker le matos pour te créer un robot tueur, quoi. Je pense que c'est très lié au niveau du métier du dev en fait, parce que à l'époque le métier de dev n'était pas du tout reconnu et ça a aussi popularisé le métier de dev. Je pense qu'il y a vraiment un truc entre le hackathon et le dev. Et donc les hackathons ont été popularisés par le dev et par les compétitions de dev, mais en fait ce format-là est applicable à tout, la preuve, le cinéma, le jeu vidéo, n'importe. C'est ça. Après, c'est vrai que ça se prête de manière intéressante. C'est vrai que ça vient des devs aussi parce que c'est un métier passion, développement informatique. Donc je pense que, en fait, tu as beaucoup de choses dans le monde du dev qui finalement s'appliquent et doivent s'appliquer à n'importe quelle profession à terme. Tu vois, le développeur, en fait, est dans un dès le début de ta carrière de développeur, tu sais que tu es dans un apprentissage permanent. Ce qui n'est pas inné, en fait, tu vois, dans les écoles d'informatique, ils t'apprennent à apprendre. Ils t'apprennent à chercher. Bon, 42, c'est la pédagogie qui avait été créée par Epitech avant, qui a été dupliquée à 42, qui est ce côté, voilà, tu es là pour apprendre à apprendre, tu es là pour chercher. On n'est pas là pour te donner un cours, on est là pour t'aider à savoir trouver l'information qui est disponible depuis l'avènement d'Internet partout, de toutes les manières. Donc à toi de savoir la trouver le plus vite, l'exploiter et l'utiliser de manière smart. Et donc ce côté-là, mais à la base, même le développeur, avant même qu'il y ait Internet, toujours le côté acheter des bouquins pour apprendre un nouveau langage, parce que des langages informatiques évoluent très vite. Tu as toujours un côté d'upgrade, en fait, sur tes skills, que tu avais moins dans d'autres métiers, même si, tu as ce côté-là. Tu as ce côté métier passion, qui est important, c'est que développeur informatique, souvent, enfin pour les bons développeurs, pas tous, mais pour beaucoup de bons développeurs, c'est quelque chose que tu faisais avant d'aller à l'école d'informatique et que tu continues le soir et le week-end pour le kiff. Tu vois, il y a très peu de métiers à la base où... c'est peut-être ça, voilà, mais tu le fais... Non, mais c'est vraiment un truc que tu kiffes, ça veut dire qu'un dev passionné va faire son travail, puis le soir, il va continuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer peut-être autre chose, justement, de l'art, des jeux, des petits trucs pour le kiff, mais des passionnés, des bons devs vont justement faire ça le matin, le soir, le week-end. Et donc ça colle avec cette logique du hackathon. On se retrouve ensemble pour délirer sur un truc aucun rapport, pour d'une part apprendre, parce que c'est souvent ça, je me lance sur une skills, tiens, je connais pas ce nouveau framework sur JavaScript, tiens, je connais pas justement les nouveaux algorithmes d'apprentissage d'AI ou je sais pas quoi. Donc tiens, je vais profiter du week-end pour me mettre à fond là-dessus, et on va décortiquer ce truc-là, et puis on va en profiter pour se faire un truc sur un projet qui nous fait délire, qui, dans la majorité des cas, dans l'esprit des devs, d'ailleurs, ne sera jamais lancé, parce qu'il va te manquer d'ailleurs la couche produit, marketing. Oui, non, mais maintenant, voilà, le format a évolué. Nous, c'est ce qu'on a fait. Enfin, nous, on a créé, avec notre boîte, on a créé une quinzaine de formats différents de hackathon en fonction des objectifs. En fait, tu as toujours ce côté de où tu pars et où tu veux aller. Et tu vois, tu as des hackathons avec une prétention très simple qui est d'apprendre. Venir, ne pas avoir de prétention, et la promesse initiale, c'est de dire on va te faire ça, et en 48 heures, c'est fini, chacun fait ce qu'il veut, fin de l'histoire. Tu en as d'autres qui ont des vocations beaucoup plus entrepreneuriales, avec cette volonté, et puis là, du coup, souvent, tu vas rajouter des steps, des stones, des milestones, après le hackathon, ou de follow-up, pour accompagner le projet un peu plus longtemps, tu vois. Et donc, pour vraiment faire en sorte qu'il avance, et qu'il émerge, et qu'il pousse, et qu'il se lance. C'est super intéressant pour les investisseurs aussi, en fait. D'être hyper early sur des projets genre validés par les pairs d'une certaine manière dans l'écosystème où les gens sont très très chauds en tech. Je pense qu'il faut quand même avoir un esprit critique. Ça veut dire que la majorité de ce qui sort sont des non-projets.
ou des trucs un peu, voilà, enfin, qui existent déjà en mieux, qui sont déjà... Enfin, c'est pas parce que tu as les bonnes personnes autour d'une table que ça va forcément se faire. Par contre, topper des talents, hyper important. Faire avancer enfin moi je parle beaucoup de cette notion d'apprentissage, mais apprendre un langage, apprendre sur les autres, apprendre ce qui marche pas, rencontrer des personnes. Souvent le projet en fait initial va dériver complètement pour arriver ailleurs, parce que c'est l'histoire de l'entrepreneuriat. Par contre, tu as des teams intéressantes à suivre. Tu as des gens, plus que le projet, moi je pense que c'est vraiment des révélateurs de personnalité, des révélateurs de team, puis les gens en fait qui viennent justement sur ça, ça représente ça représente une infime partie de la population. C'est quand même un truc hardcore d'aller se faire un hackathon, tu vois. Mais c'est marrant. Mais en fait, ça dénote, si tu veux, un trait de personnalité, une forme de passion, une forme de détermination qui est plutôt intéressante à suivre, tu vois. Qui te montre que, enfin, tu vois, moi, quand je faisais des hackathons étudiants pour les écoles, même le 1% d'étudiants de 42 qui participaient au hackathon, c'était la crème de la crème, en fait. C'est des gens que je retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Les fondateurs de Paraswap, ils participaient à mes hackathons. Mon premier hackathon, c'était avec Paraswap. Ah ouais, eux, ils participaient à mes hackathons qu'on organisait. T'en as plein d'autres qui sont maintenant d'ailleurs devenus des fondateurs et des gens assez aguerris qui venaient de manière déterminée à tous les hackathons qu'on organisait, quoi, tu vois. C'est toujours le même mec qui arrive dans les hackathons, tu reconnais les mêmes. Puis t'as des nouveaux, t'as des gens de. Oui, c'est un petit peu. T'as des gens des fois d'endroits random à souhait, hein, genre on sait pas, des gens de tous les horizons. Et ça qui est génial, c'est qu'en fait ça mixe toutes les compétences et. Ouais, c'est une expérience à vivre. Je pense que quand on l'a jamais fait, il faut le faire parce qu'on apprend quelque chose. Ça nous amène quelque part. Il y a un petit côté même. Enfin, surtout quand on est dans une phase où on sait pas trop. Dans une phase où on se lance. Même en découverte, même pour des gens qui ont l'impression de ne pas avoir de compétences. En fait, c'est ça. Ça t'aide vraiment à savoir aussi comment tu peux compléter une équipe, comment tu peux travailler avec les gens, quels gens travailler, qu'est-ce qui te branche. Et en général, quand t'en fais un, tu vas plutôt avoir tendance à en faire 3-4 à la suite, plus ou moins dans des phases, sur une période de 6 mois ou de 9 mois, et ça va te faire évoluer, quoi. On va parler des NFT. Je pense que t'es pas mal connu pour les NFT. T'as contribué, peut-être même t'as donné la genèse en fait, de NFT Factory. Après, c'est un projet qui est aussi belle justement, qui est collaboratif. Et dans la blockchain, il y a cette notion de décentralisation. Il y a plein de choses à dire, j'imagine, sur ces sujets. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, là-dessus NFT, intelligence collective. Et qu'est-ce que c'est pour toi, les NFT, vraiment, par rapport à ça? Ouais, parle-nous à NFT, intelligence collective. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Écoute, c'est un sujet intéressant, j'y ai pas trop réfléchi pour être honnête. Sur en fait, les NFT et l'intelligence collective, si tu veux, le monde du Web3, on va dire de manière générale, a créé quelque chose qui est assez épatant, c'est ce tissu relationnel qui est, on va dire, le crypto Twitter, pour faire simple. Ouais, non, mais c'est un peu ce lien qu'on a tous, tu vois, de vivre dans une sorte d'espace-temps commun, tu vois, qui est ce thread Twitter ou ce thread, ou même bon, sur des Discord ou autres, où tu es dans une sorte de magma permanent du soir au matin, du matin au soir, avec les mêmes personnes, avec qui tu vibres, tu partages les mêmes émotions, les mêmes informations, et en fait, c'est assez intéressant parce que moi, ce que j'aime bien dans cet univers du Web3, c'est que, si tu veux, la blockchain, pour faire simple, la blockchain est transparente. Donc, théoriquement, tu arrives à voir l'intégralité des pratiques des uns et des autres, les scams, les choses bien, les choses pas bien, les gens qui ont réussi, les gens qui ont raté. Sauf que tu as tellement de data que, évidemment, la majorité des gens passent pas leur life à analyser de la data sur la blockchain. Et en fait, grâce justement à cet effet réseau, toutes les mauvaises pratiques, par exemple des scammers, vont être révélées, vont être snipées et vont être tout de suite, les influenceurs dits vont se faire cancel très rapidement grâce à cette capacité que des gens vont pouvoir analyser la blockchain et le partager à leur réseau de manière quasiment instantanée. Et ce qui fait que tu as une sorte de confiance naturelle qui se crée en fait par le réseau, tu vois, cet effet réseau, cette toile qui est assez élastique. Alors elle peut se tromper collectivement,
Et je le vois vraiment comme une toile d'araignée, tu vois, où dès que t'as un petit truc qui bouge, tout le monde est un peu impacté, tu vois. Et donc, dès que quelqu'un a vu qu'un influenceur a touché un pot de vin ou une supply et a dit qu'il l'avait acheté alors qu'il s'est fait airdropper une supply gratos, bam, directement, ça va résonner, directement, ça va partir et directement, tu vas perdre, cet influenceur va se faire discréditer. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant ce côté. Enfin, voilà, je pense que ça va évoluer de plus en plus. Peut-être que ça sera matérialisé un jour sous forme de dashboard. Mais en fait, le fait que tu aies cette chaîne, tu vas pouvoir bientôt plus creuser encore qui sont les bons traders. On le fait déjà, si tu veux. Il y a des gens qui analysent les wallets pour savoir qui achète, à quel moment, de quelle manière. Et donc, tout ça, c'est intéressant. Tu vois, avoir une information transparente d'un côté et en fait un réseau d'intelligence de l'autre fait que, tu vois, ça va créer des étincelles assez puissantes demain, je pense. En plus, on a l'IA aujourd'hui. Et après, au milieu de tout ça, dans le filtre, tu peux rajouter l'IA, donc ça te met, même si voilà, il faut des gens derrière l'IA pour configurer, pour savoir ce que tu vas chercher, mais ça peut créer des étincelles. Mais l'IA, en termes d'intelligence collective et des gens, chacun son univers, on peut créer des choses. Regarde, même cette planche de surf, elle a été faite avec l'IA, le design. Ouais. Par exemple. Ouais, bien sûr. Oui, non, mais ça, c'est un truc. Alors ça, l'IA, de toute façon, est la forme de matérialisation ultime d'une forme d'intelligence collective. C'est sûr que c'est bon, mais là, c'est plus d'un point de vue. Enfin, moi, j'aime bien le côté, quand je parle de réseau, c'est le côté un petit peu organique de l'intelligence artificielle. C'est Twitter, tu disais, X, c'est immédiat. Et voilà, c'est immédiat, mais c'est organique. Tu vois, alors que l'IA, évidemment que c'est magnifique. Enfin, demain, le jour où, en ayant analysé 1 milliard de grains de beauté, j'arrive à savoir, grâce à ça, quand je prends une photo de mon grain de beauté, que j'ai potentiellement un cancer, oui. Et là, je pense qu'on est au-delà de l'intelligence collective. On est simplement sur de la data qui est processée. On pourrait même parler de méta-intelligence, finalement. Ouais, c'est une méta-intelligence. Méta-Fox. Ouais. Oui, c'est une méta-intelligence. En tout cas, si tu veux, c'est l'aboutissement de la. Voilà, c'est la somme qui génère mais moi, je pense que intelligence artificielle ou. À un moment, on parlait de big data, ce genre de choses, sont peut-être des termes qui sont appropriés pour ça. Tu vois. Merci, c'est à la fin du talk. On a plus de place sur la carte mémoire. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère que vous avez appris des trucs. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez de tout ça. Et petit mot de la fin. Amusez-vous bien et good morning. Good morning. Ou voilà, bonsoir, bonjour. Pour vous dire good morning, c'est toujours le morning en fait. C'est un morning permanent. DM. Ciao, ciao.